commencer dès que nous aurons les deux autres panélistes. En attendant, je vais vous demander, je vais vous rappeler en fait, ceux qui ne parlent pas éteignent leur micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Maintenant, pour l'interprétation, il y a une icône interprétation. Vous pouvez cliquer dessus. S'il y a une personne qui parle anglais, vous cliquez sur français. S'il y a une personne qui parle français, vous cliquez sur anglais. Donc, nous vous remercions de votre ponctualité et nous nous excusons aussi du retard que nous accusons, mais ça sera, les panélistes seront bientôt là avec nous. Et c'est mon collègue Maurice Tantan qui va jouer le rôle de modérateur. Donc, en tout cas, c'est un sujet très intéressant que nous avons aujourd'hui. Et l'objectif de ces sessions-là, c'est de permettre aux participants d'en apprendre davantage, mais aussi de poser des questions aux experts que nous aurons comme panélistes. Nous vous remercions encore une fois et nous allons commencer dans quelques minutes. Merci. Nous avons deux panélistes. Je vais demander au modérateur de commencer les discussions en attendant que les autres nous rejoignent. Merci beaucoup. Maurice, à toi. Bonjour tout le monde. Aïcha, Maurice, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Fodé, on t'entend très bien. Merci beaucoup, ok. Merci. Bonjour donc à tous, bonjour à toutes, bonjour Aïcha, bonjour Fodé, bonjour à tous une fois encore. Je suis Maurice Tantan, je travaille avec Affectiviste. Je serai donc cet après-midi ou ce soir votre modérateur dans le cadre de ce webinaire sur le développement, on va dire, de Civic Tech en Afrique. On va essayer avec l'ensemble des panélistes, mais également avec vous aussi qui participez à cette discussion,
de faire un état des lieux et des défis de la participation citoyenne et des civic tech en Afrique. Et pour faire cet exercice, j'aurai à mes côtés, on est dans une salle virtuelle, mais trois intervenants, en particulier Fodé Kouyaté, qui est membre exécutif de Africtivist, qui a récemment piloté l'un de nos projets importants en matière de participation citoyenne qui s'appuie sur les civic tech. Je veux parler du projet Local Open Gov qu'on appelle LOG, dont certains parmi vous ont déjà entendu parler, qui a consisté à implémenter, à promouvoir et à développer la participation citoyenne au niveau de 7 collectivités locales en Afrique, en faisant vraiment, en mettant un accent sur les technologies du numérique, donc sur les civic tech. Nous attendons également Tidjani Togola, qui est un expert civic tech, on va dire, qui est au Mali et qui est fondateur et directeur exécutif de la fondation Tuwindi, donc qui est une fondation spécialisée dans le développement de solutions innovantes et numériques pour améliorer la démocratie, je vais dire, donc qui est dans les civic tech. Et Nompumelelo Hundi, qui est analyste politique, qui travaille avec Democracy Works Foundation, qui est l'une des organisations qui est en consortium avec Africtivist dans le cadre du projet Charter Project Africa dont Aïcha a parlé un peu plus tôt et qui donc, c'est dans ce cadre que nous avons développé ce MOOC et ces webinaires viennent en support au MOOC. Donc, en attendant que Tidjani nous rejoigne, on va commencer avec mes deux intervenants qui sont déjà présents avec nous. Et j'aimerais déjà poser la première question à Fodé, qui est avec nous depuis la Guinée, Fodé Kouyaté. Déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'entend-on par civic tech? Quand on parle de civic tech, qu'est-ce qu'une personne qui est un profane doit comprendre à travers cette expression? Fodé, ton micro est coupé. Si tu es en train de parler, il va falloir activer ton micro d'abord. C'est prêt? Alors, c'est parti. 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes et nous avons comme objectif. Fodé, est-ce que tu as entendu ma question, s'il te plaît? J'ai comme l'impression que Fodé ne me suit pas. Je vais peut-être, en attendant que Fodé ne revienne, m'adresser à la deuxième intervenante, en l'occurrence Nompumelelo. En attendant donc d'avoir Fodé Nompumelelo, est-ce que la question de la participation citoyenne, quel état des lieux peut-on en faire en Afrique et en quoi c'est important pour la promotion de la démocratie sur le continent? Thank you so much, Maurice, for the question. I just want to just state that I am not feeling well this afternoon, so I hope I'll be able to engage constructively. But when we're talking about participation is a pillar of democracy. When we look at the way in which democracies are supposed to work, is that they're supposed to be people-centered.
They're supposed to be driven by the preferences and views of citizens within different countries and within different constituencies within countries. Hence, we have systems of decision-making that include citizens participating and making choices. So we obviously have elections where citizens have an opportunity to choose those individuals or those political parties that are asked to represent them and lead them in government. We also have various processes within the different state institutions where citizens are invited often to give input, whether it's to policy-making processes, whether it's in the development of legislation in parliaments. Citizens are often called upon to make their voices heard and to have their preferences noted in those processes. So for any democracy to have legitimacy, it needs to have elements of providing mechanisms through which citizens can give feedback and even provide input on those decisions that are important in terms of improving their lives or making decisions about their future. So a big part of that obviously is choosing the governments that lead them, but also in between elections, being able to give input on that. So in terms of the broad democratic performance across the continent, I think we've got a mixed picture throughout the continent. We've got areas in which we are doing well and excelling, where throughout the continent, we've seen more and more civil society engagement. We've seen communities forming themselves into groups and groupings to call for different kinds of changes. We've seen obviously various calls for change and more democratic practice across the continent, some of which have been violently shut down by other governments, and others which have been successful in terms of being able to turn states into more democratic spaces. So I think the picture is really mixed when we look across the board. And I think this conversation around civic tech becomes particularly important because civic tech is really about how do we offer citizens a greater ability to engage, to take initiative, to be able to impact, and engage better with their governments and advocate for change, and become more active as citizens. So I think that those would be my preliminary thoughts on that, Maurice. Merci beaucoup, Nopumelelo. Je sais que tu es un peu souffrante. Je te garde encore quelques minutes. Je te reviendrai pour poser une ou deux questions encore et après tu pourras partir. Je vais continuer la conversation alors avec Fodé. Fodé est revenu en ligne. Du coup, Fodé, la question que je posais à l'entame, c'était déjà que tu nous expliques ce qu'il faut qu'on entende par Civic Tech. Quand on dit Civic Tech, ça regroupe quoi en réalité pour quelqu'un qui est novice? Merci Maurice. Encore un micro été coupé. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints en ligne, ou que nous on a trouvé déjà en ligne. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une question centrale dans le contrôle citoyen de l'action publique, de la participation de la société civile dans l'amélioration de la gouvernance dans nos différents pays. Je n'entends par civilité que, comme tout le monde peut, déjà tous qui sont dans le domaine peuvent le définir ainsi, c'est tous ces procédés, tous ces outils et process qu'on met en place pour pouvoir
influencer les processus de décision, soit en termes de propositions ou bien en termes d'action critique, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, tout usage des technologies que nous faisons pour améliorer la gouvernance politique ou économique dans nos différents pays, c'est par là il faut entendre par civilité. OK. Si on part de là, toi qui as une certaine expérience dans ce domaine, je rappelle que Fodé, tu as été président de l'Association des blogueurs de Guinée et aujourd'hui sur le continent africain, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser de ces processus, de ces outils? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui inspire le plus sur le continent? Parce que tu as parlé de gouvernance politique, mais également de gouvernance économique. Est-ce que, par exemple, le politique, on utilise beaucoup les civic tech pour le politique que pour le volet économique, par exemple? En termes d'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est vraiment une question centrale de positionnement. Et parce qu'il y a quelques années, on ne parlait pas ces concepts-là, on n'en parlait pas. Hein, et on entendait très peu ces concepts-là. Au moment, moi, je travaillais avec les amis sur l'association des blogueurs de Guinée. Dans les faits, on faisait tout ce qui est civic, mais on n'utilisait pas le mot. Le mot civic n'était pas encore très courant dans le langage. Mais tout ce qu'on faisait, c'était aujourd'hui ce qu'on met dans le cadre des activités de civic. Mais quand on regarde aujourd'hui, je pense que le volet politique prend beaucoup plus le dessus que sur les autres volets de l'amélioration de la gouvernance. Et qui ont plus de renommée, qui ont eu plus d'impact qui ont trait à la question politique, soit le contrôle de l'action du Parlement, le contrôle de l'action du pouvoir central, et comment faire en sorte que les citoyens peuvent se faire entendre. Donc, je pense que le volet politique est plus prépondérant aujourd'hui que le volet et d'autres volets comme par exemple le volet économique. Il y a très peu de projets aujourd'hui dans le domaine du civic dont la portée est allée au-delà des projets politiques dans le domaine de la corruption, par exemple, la lutte contre la corruption. Et il y a très peu de projets qui ont eu plus de notoriété que des projets portés sur l'amélioration, par exemple, des élections dans les différents pays. Je pense que ça, c'est l'exemple des projets que nos différents pays, les acteurs de la société civile, au Bénin. Dans la sous-région, les projets les plus relayés sont des projets à fort potentiel politique. Et c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas que le problème politique quand même qui assaille le continent. Il y a d'autres problèmes qui sont d'ordre économique. Et aujourd'hui, avec l'enjeu des données, je pense que c'est vraiment une question centrale sur laquelle on doit désormais se focaliser pour pouvoir travailler sur ces volets-là, le volet politique. D'accord, Fodé. Je sens que le réseau n'est pas tout à fait stable à ton niveau. Si tu ne sais pas comment tu peux faire, te déplacer un peu pour essayer d'avoir un meilleur réseau parce qu'on va parler beaucoup avec toi. Je me retourne vers Nompumelelo pour te demander, Nompumelelo, aujourd'hui, Fodé vient de nous expliquer ce qu'on peut mettre dans la civic tech. On a compris que c'est aussi une question de terminologie parce que les actions pour améliorer la gouvernance qui s'appuie sur les technologies ont toujours été exécutées sans qu'on ne parle de civic tech. Aujourd'hui, on a un concept qui est civic tech. Ma question, c'est de savoir, au regard de ce que tu as décrit comme
des piliers de la démocratie. Comment aujourd'hui les civic tech peuvent permettre d'améliorer la participation citoyenne? Est-ce qu'il y a des éléments précis sur lesquels les civic tech doivent apporter des solutions pour améliorer la participation citoyenne sur le continent? Yeah, thank you, Maurice. I think one of the most important things we need to think about when we look at citizens and participation and engagement with government is access. We tend to take it for granted, especially for those of us who stay in urban areas and cities in particular, where we have a very clear picture of what government institutions look like. For instance, I stayed in Pretoria for quite a long time in South Africa, which is one of the seats of government. Our president sits there in the union buildings. We tend to take it for granted that everybody has access to government institutions at a national as well as a localized level. But that's not always the case, particularly in rural settings. And Africa, obviously, we still have that huge rural-urban divide. So one of the pillars of civic tech, I think, is that we need to look at is to say, how can we use civic tech to expand access that citizens can have to their government? When we look at things like technology penetration, the penetration of ICTs, the more there's an expansion of the use of smartphones and just any mobile technologies in particular, even if it's not smartphone, even feature phones. To what extent can different applications or different technologies be created that will allow people in the remotest areas of countries, in rural areas, to have the same access to decision makers or to local governments, for instance, as those who happen to be more in greater proximities in cities and urban areas, and to what extent can the voices of those in those far scattered areas be able to count when it comes to decision making? Because proximity does tend to have to play a role and have an impact. Those who are seen tend to be heard more easily than those who tend to be on the outskirts and unseen. So those voices tend to be silenced, and yet those are the people who require the changes and reforms and policies to improve their lives, even for simple things like getting water, getting electricity, ensuring that governance is responsive. And that's another pillar that's important to democracy, is responsiveness. It's one thing to have democratically elected governments in place, to have public officials who are sitting in public office, or public representatives who are sitting in public office. But to what extent are those public officials and those government institutions actually responsive to citizens? And I think that's an area that civic tech could play a role, in the sense that by giving greater access, by amplifying the voice of more citizens who might have greater access through the use of mobile technologies or mobile ICTs, to what extent then is it more possible to get governments to be more responsive to the needs and preferences of citizens? Because responsiveness is an important pillar of democracy, and hand in hand with responsiveness is obviously accountable governance, because our governments are supposed to govern and be answerable to citizens. So to what extent then, when there isn't responsiveness, when citizens feel dissatisfied with the performance of officials or performance of institutions, to what extent and what mechanisms are available to hold them accountable, whether at the policy level, policy levers, for instance, processes around
the recall of non-performing representatives. I know, for instance, in Kenya, that's possible now, according to the I think it's a 2010 constitution. I know there's been a review and all of that, but the idea that it is possible to hold public representatives accountable. To what extent can civic tech also be used? I know Fode mentioned projects around corruption, you know, around elections as well. And so how can civic tech be used in such areas to ensure that there is good governance, there is governance in the public interest, that public funds are spent appropriately and they're not misappropriated, and what channels they could be through civic tech that citizens could actually make use of. Of course, I mean, like it's already been said, Maurice, around this whole idea that there were already technologies in place, we just didn't have the term civic tech. There are, for instance, there are hotlines, corruption hotlines. There are various portals that people can use, for instance, you know, to report certain things that are going on. I know some municipalities have apps that where citizens can actually report potholes and such things. And I think that the last thing that I would mention on this question as well is the area of representation, because representation is extremely important in democracy. People need to see themselves reflected in their government. So whether it's representation of women, representation of marginalized groups, representation of young people, to what extent then can civic tech as well also contribute to making our democracies and making our public institutions more representative of society? Merci infiniment, Nompumelelo, pour ce large développement du sujet. Tu as abordé beaucoup d'éléments sur lesquels je voulais te poser des questions avant de te laisser partir. Tout de même, juste deux questions encore parce que je veux te laisser partir. Deux questions encore. La première, tu as parlé du cas de l'Afrique du Sud, tu as donné un exemple kenyan. On sait qu'en Afrique, par exemple, l'Afrique du Sud est quand même l'un des pays qui utilise beaucoup les civic tech, que ce soit au niveau local, au niveau national. Pour toi qui observes cette société, quelles sont les clés, mais quels sont les éléments fondamentaux qui font que l'implémentation des civic tech marche? C'est-à-dire s'il y a des erreurs à ne pas commettre, par exemple, pour des pays qui se lancent ou des organisations, qu'est-ce qu'ils doivent garder à l'esprit? Et enfin, qu'est-ce que toi tu vois comme menace? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ou bien ralentir le développement des civic tech pour la participation citoyenne? En quelques mots, et après, on va continuer avec Fode. Thank you, Maurice. I think, again, I'll go back to the first point I made during my previous input was to talk about access, the challenge of access. We have, there's a challenge of unequal access to ICT in general. And so we in South Africa are the most unequal country in the world when we look at the Gini coefficient, which is a measure of income inequality. We are the most unequal country in the world. But this inequality that we have in our country is not just an income inequality, it's also gendered, it's also racialized, it's also asset inequality, and it plays out at different levels, at the level of access to socioeconomic opportunities, access to opportunities as well. And part of it has to do with infrastructure, the uneven distribution of infrastructure, and even ICT as well is impacted by this unevenness.
So access is really a big challenge. And so we need to start thinking about, especially because a lot of the civic tech that is now being developed is data-driven, is internet-based. It requires a lot of connectivity. And in places where, for instance, there's a struggle with electricity, and you might, of course, have been aware that in South Africa, we have a power deficit. And obviously, since 1994, more and more hundreds of thousands of people and communities have been added onto our electricity grid. But obviously, because of a lack of keeping up with infrastructure development, we've got an electricity deficit. So that all these things become barriers then. This inequality in the distribution of infrastructure, and the distribution of access to ICTs as well, becomes a challenge. And so for us, as we look at the question of how to best implement and use civic tech across the continent, we have to really look at the question of access, and both at the sort of practical level, but also at a policy level. What needs to be done to improve spectrum? What needs to be done in terms of data costs, to ensure that we democratize the technology space, we democratize access to technology and data. So I think that for me, that's one of the major challenges. And of course, the other challenge is to make sure that it remains community-centric, and that we don't have an elite capture of this space, where now the initiatives are in the interest of an elite few in our societies. So I think, again, the how do we ensure that these initiatives and this technology is community centered. So in the way that we design projects, in the way that we offer them and implement them, in the way that we give access to them, ensuring that they are community centric and not taken over by other interests as well. So in a nutshell, I think for me, those are the main things to consider in terms of the challenges that we need to look at. And of course, again, in terms of participation itself, is we have a huge youth population on this continent. And yet we see, even in the South African context, when we look at participation in elections, we see a lag in the enthusiasm of young people to participate in electoral processes, which means that they are not engaging with democratic processes. So how do we engage young people more? How do we engage women more, which also make up a huge part of the population on the continent as well? So how do we amplify the voices of those? I think we need to be thinking around those. Those are the major challenges that face us as we think about how to democratize civic tech, and how to use civic tech to consolidate democracies on the continent. Merci infiniment, non, pour Melelo. Vraiment, merci pour l'effort que tu as fait d'être venu intervenir sur cette discussion. Je rappelle que voilà, tu dois te soigner, donc tu peux partir. Merci pour ta participation. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à nouveau dans un de nos webinaires, comme Aïcha l'a dit au début. Ça a lieu les vendredis et on est au 2e numéro, donc on en aura jusqu'en septembre. Peut-être qu'on se reverra. Je vais continuer la discussion avec Fodé et éventuellement, si Tidjani nous rejoint, on va continuer avec lui. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres spécialistes qui sont dans la discussion, à qui je pourrais donner la parole, ou qui volontairement aussi pourraient solliciter de prendre la parole et apporter leur contribution. Ce ne serait pas du tout de refus. Fodé, je reviens
vers toi. Dans son développement, Nompumelelo a beaucoup parlé de la question de l'accès. Elle a parlé plutôt de garantir l'accès au maximum de personnes aux technologies parce que bon, les personnes qui sont en ville ont tendance à croire que tout est garanti, que les gens sont au courant de tout. Et justement, ça me ramène à la question de l'accès à l'information parce que quand on parle de participation citoyenne, la première étape, évidemment, c'est déjà l'accès à l'information. Donc, quel est le bilan, on va dire, l'état des lieux qu'on peut faire à ce niveau en matière d'accès à l'information et justement, qu'est-ce que tu penses euh, de cette question de l'accès, comme Lompumelelo l'a dit, c'est central, c'est toujours central à ton niveau aussi? Oui, je pense que tout ce qu'on est en train de faire, si on n'a pas accès à l'information, rien de tout ça ne serait possible. Sur l'état de lieu, je pense qu'il y a déjà un grand progrès parce qu'aujourd'hui, il faut lier l'accès à l'information au réseau Internet, surtout, qui est devenu vraiment capital, qui ne se limite pas seulement, c'est pas seulement le réseau téléphonique, des appels ou bien des SMS, mais aujourd'hui, l'Internet est central dans tout ce qui est accès à l'information. Donc, quand on analyse aujourd'hui, on veut apprécier le niveau d'accès à l'information, il faut intégrer le facteur que le canal qui est Internet soit à disposition. Bon, c'est vrai, il y a eu des progrès ces dernières années dans ce cadre-là parce que dans le vocabulaire, on entend maintenant très peu la fracture numérique, par exemple. Donc, il y a quelques années, c'était vraiment les thématiques qui étaient les thématiques centrales de tout ce qui est accès à l'information, aux technologies. On parlait de fracture numérique. Cette différence, ce fossé qui existe entre les grandes villes, les petites villes ou bien l'Occident et l'Europe, bon, c'est vrai, ça existe encore, mais à l'échelle est très, 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 très réduite maintenant à l'intérieur du continent. Cependant, ça reste fondamental parce qu'il y a la question de qualité de l'information qui se pose. Et aujourd'hui, dans presque la plupart de nos pays, même les villages maintenant, on a au moins le réseau téléphonique. On a le réseau téléphonique, on a pour une large couverture, on a une large couverture d'Internet, même si la qualité du débit peut se poser. Mais les contenus les plus utilisés aujourd'hui, les plus mis à disposition sont de quel type? C'est là la problématique de données intervient. Est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de données qui puissent vraiment véhiculer ou mettre à disposition de véritables informations que cherche le citoyen? Est-ce que les canaux là nous permettent de faire circuler ça entre nous? Ça permet de faire circuler, mais est-ce qu'on a ces produits et c'est mis à disposition, c'est rendu accessible? Donc, tout ça sont aujourd'hui des questions qu'on peut se poser, tout en reconnaissant qu'il y a eu des progrès en termes d'accès à l'information à une certaine échelle. Mais aujourd'hui, par rapport à nos besoins actuels, on n'est plus dans la démarche que, voilà, notre besoin ne s'inscrit plus simplement à pouvoir échanger avec nos correspondants. Je pense que cette barrière est nettement réduite, que ce soit par appel téléphonique ou bien sur le réseau Internet. Ça, c'est nettement réduit, mais ça se pose maintenant en d'autres besoins, qui est le besoin de la circulation de l'information vraiment en termes de qualité. Est-ce qu'on aura aujourd'hui des données dont on a besoin sur telle ou telle thématique? Est-ce que ces données sont produites? Est-ce que c'est mis dans des formats qui réutilisables? Et voilà. Donc, vous voyez là que il y a eu du progrès parce que maintenant, on se pose vraiment sur des questions de qualité. Et l'autre question qui peut se poser aussi, c'est vraiment la question de qualification. Est-ce que tous ceux qui sont des utilisateurs aujourd'hui, qui ont ces outils à disposition, même les peu de données qui sont ouvertes,
est-ce que les acteurs les plus actifs sur ces thématiques-là sont en capacité de les exploiter? Je pense que ça, c'est très, très, très réduit aujourd'hui. Quand on regarde que ce soit nous qui sommes des acteurs de Civitech et qui travaillons sur des questions de gouvernance, de contrôle citoyen de l'action publique et qui nous intéressons aux données, il y a très peu parmi nous qui ont aussi la capacité de faire parler aux données ce que nous voulons qu'elles nous communiquent. Donc, je pense que aujourd'hui, la question de capacité, de renforcement de capacité est centrale, de monter en compétence pour qu'on ne se contente plus simplement d'avoir la donnée, mais qu'on soit en capacité de pouvoir les analyser et les utiliser à bon escient. Donc ça, il intervient également que les entrepreneurs. Ça, ce n'est pas seulement sur le volet politique, hein, bon, même si c'est le côté le plus dominant aujourd'hui sur les questions de données. On cherche les données pour savoir ce qui se passe, comment notre argent est utilisé et tout. Mais il y a d'autres volets qui est l'innovation, les questions d'innovation, les Oui, questions... oui. On va rester plus sur le volet politique. Et justement, D'accord. toi qui dirigeais Ablogui, Association des blogueurs de Guinée, vous avez fait des projets comme Guinée Vote, l'AIDI. Tu as travaillé aussi, piloté aussi le projet LOG au niveau de Africtivist. Et, quel, que peut-on dire de la réceptivité des pouvoirs publics de ces solutions technologiques qui sont proposées pour améliorer la démocratie ou bien améliorer un peu la relation entre les élus et les locaux, puisque c'est de ça qu'on parle en matière de participation citoyenne, parce que j'estime que si même il y a une volonté d'apporter ces solutions technologiques, cette Civitech-là dans le paysage politique et que une partie, je veux parler des élus, n'est pas réceptif, n'est pas accessible à cela. Les citoyens ont beau développer ou bien ont beau manifester la volonté d'utiliser les Civitech, on risque de se frotter, de se cogner à un mur, non? Quelle est la lecture, mais quel est l'accueil que les politiques réservent souvent à ces Civitech-là dans notre contexte? Oui, je pense que c'est une très bonne question parce que c'est souvent des facteurs qu'on néglige souvent dans la conception de nos projets. On sait bien réfléchir pour trouver des solutions qu'il faut à des situations données pour accroître la participation citoyenne. Mais généralement, qu'est-ce qui donne de la valeur aux outils que nous mettons en place? C'est lorsque les dirigeants, les décideurs s'en approprient. Dès que le niveau d'implication ou de participation des dirigeants dans le projet, les projets que nous mettons en place, c'est une très grande valeur ajoutée qui font que le projet, vraiment, la réussite de nos projets dépend de cela. Donc, on peut mettre en place tous les outils possibles, mais le fait qu'un ministre ou bien un responsable de quelque part adhère à la solution, utilise la solution, joue le jeu, ça fait toute l'affaire. Donc, on verra tout de suite que ce simple apport de participation à la chose apporte un crédit incroyable à la solution que nous mettons en place. Et souvent, le succès passe par là. Mais aujourd'hui, il y a très peu qui comprennent cela, malheureusement. Parce qu'ils estiment que voilà, c'est un outil qui me contrôle et généralement, les gens, quand ils dirigent et ils ont la main dans la pâte, ils n'aiment pas trop qu'ils soient contrôlés. Donc, il y a une forte réticence quand même au niveau des gouvernants sur des projets civités qui visent à éclairer les citoyens sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc,
je pense qu'il faut cette dimension-là doit être intégrée dans nos approches, comment faire en sorte qu'on puisse accroître pas seulement la participation de nous en tant que citoyens dans le processus, parce que nous, on peut développer des outils qui nous donnent la voie, mais est-ce que c'est ça le but? Le but est que ça soit dans les deux sens. Et non seulement nous, on participe, mais on ne peut participer de l'autre côté, on nous ouvre la porte. Donc, il faut toujours réfléchir des deux côtés. Les outils qu'on met en place, c'est bien, mais il faut faire en sorte que de l'autre côté, on nous tende la main et qu'on participe au niveau des gouvernants pour que vraiment ça donne de la valeur à ce que nous mettons en place. Oui, Fodé, tu as parlé de forte réticence des pouvoirs publics, des élus, quand il s'agit de déployer des outils civic tech qui vont éventuellement donner plus de pouvoir de contrôle aux citoyens. Dans ce cas, comment convaincre les élus, comment convaincre les pouvoirs publics que l'outil Civitech, la solution, que ce soit une application ou un groupe WhatsApp, je ne sais pas quoi, qui est mis en place, n'est pas contre l'élu qui est en place, mais plutôt pour améliorer quels sont les éléments de langage ou les processus qu'il faut utiliser pour faire adhérer les pouvoirs publics au civic tech sur le continent. Parce qu'ailleurs, ça marche. On voit, tu as vu, en France, en Belgique, au Brésil et tout, comment développer ça dans notre contexte en convainquant les élus. Bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le facteur de système, disons pas totalement, même si on fait aussi les Civitech, c'est là où ça a un sens aussi. Quand vous participez, par exemple, à renforcer le processus électoral, la transparence du processus électoral, pour faire en sorte que les gens qui sont élus soient vraiment issus du suffrage, de l'expression de la volonté du peuple. Vous voyez, ça c'est déjà un très grand capital de notre outil. Parce qu'au moment où on sait que l'outil qu'on met en place, les décideurs sont convaincus que désolé, il faut que je me déplace un peu là. En attendant que Fodé ne vienne terminer son propos, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser directement dans le chat, donc dans la discussion. Comme ça, on va les aborder ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, dans la messagerie. On va y répondre ensemble. On va y répondre. Il y a Foudé qui est là, il y a Aïcha et puis Nompumelelo peut-être éventuellement qui vont répondre et moi-même également si vous avez des questions spécifiques. Comme on a commencé avec un peu de retard, on va aller jusqu'à 17h10, 17h15 peut-être. Donc, on a encore 15 minutes pour clôturer cette session, on va dire. Je vois une question de Timbuktu Institute qui demande si est-ce que Africtivist est devenu une civic tech. Peut-être que Aïcha veut répondre à cette question et pourquoi. En attendant que Fodé vienne terminer son propos. Aïcha, tu es là. Merci beaucoup pour cette question. Je ne dirais pas qu'elle est devenue. Ce qu'on appelle aujourd'hui Civic Tech a toujours fait partie de ce que nous faisons. Parce que notre focus principal, c'est la participation citoyenne, la démocratie, la gouvernance, les droits humains, en utilisant le numérique ou les nouvelles technologies et les technologies émergentes.
Donc, elle n'est pas devenue, la Civic Tech fait partie de Africtivist, ainsi que d'autres domaines dans lesquels nous intervenons. Parce que lorsque l'on pense aux initiatives comme CIV 2010 ou bien Sunu 2012, ensuite il y a eu Benin Vote, Guinée Vote, Gambia Has Decided, Ghana Decides, etc. C'est toujours cette participation citoyenne-là en utilisant les TIC. Merci. Merci Aïcha pour la précision que tu as apportée à la question qui a été posée. Oui, Fodé, tu es de retour. Tu peux terminer ton propos, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Je termine pour dire que l'argument, c'est vraiment qu'on se positionne, ça dépend d'un grand partie de notre posture, et parce que généralement, les projets sur notre continent de Civitech sont en grande partie portés par des activistes, et souvent, on a notre posture et qui nous positionne toujours en tant que contestataires. Je pense qu'il y a à revoir cette façon de notre rapport avec les gouvernants quand on pilote un projet comme ça. On s'inscrit plutôt dans une démarche constructive que de mettre à disposition un outil qui puisse nous donner plus de voix pour pouvoir les contester. Donc, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils peuvent être méfiants ou réticents vis-à-vis de ce que nous mettons en place. Et de l'autre côté, il faut qu'on les amène à les convaincre que c'est les outils que nous mettons en place, que ça vise à promouvoir la transparence sans pour autant les exposer, et que la transparence, les premiers bénéficiaires, c'est eux, parce que la transparence crée la confiance. Et si les citoyens ont confiance à eux et qu'on est dans un système démocratique fort, ça veut dire, ça garantit qu'ils auront toujours un renouvellement de la confiance de bénéficier du suffrage des citoyens. Merci, merci Fodé. Ce que je retiens et que je peux aussi témoigner, c'est que avec les élus, il faut toujours mettre en avant le gain politique qu'ils tirent de l'initiative que vous leur apportez. Et s'il n'y en a pas, il faut trouver, il faut l'inventer, il faut le créer. Ne pas aller devant pour leur expliquer, voilà, ça c'est pour que les citoyens sachent combien de carburant la municipalité met dans votre voiture, mais pour qu'ils voient que, par exemple, tout le monde pourra suivre les sessions du conseil communal. En tout cas, il faut montrer à l'élu, aux élus, le gain politique qu'il tire à s'approprier un outil ou une démarche ou une initiative Civic Tech. Il y a certaines personnes qui ont demandé à prendre la parole. Je remercie au passage toutes les personnes qui sont en train de faire des contributions dans le chat. Je rappelle que nous allons exploiter tous ces contenus-là dans le cadre des articles que nous publions à la suite de ces vendredis du MOOC, donc de ces webinaires. Donc, merci à tous ceux qui envoient des contributions écrites, qui partagent leur avis. Je vais donner lecture de quelques commentaires rapidement. Fulgence Kofi nous dit « Les systèmes politiques ou régimes en place seront toujours réticents car voulant toujours avoir la même mise. Mais il faut que les initiatives citoyennes soient plus autonomes et en contact avec les masses, de sorte à pouvoir s'imposer à ceux-ci, créer ou bâtir une masse critique suffisante pour faire plier les dirigeants. C'est même le but des Civic Tech. Faye nous écrit « La réticence des élus peut être conditionnée par l'approche que nous utilisons. Quelqu'un qui est constamment dans une logique de dénigrement et de dénonciation peinera à impliquer des élus dans les dynamiques qu'il enclenche, mais celui qui est dans une logique collaborative qui impulse des dynamiques citoyennes d'utilité publique y arrive plus facilement, et je suis totalement d'accord avec cette façon de voir les choses. Timbuktu Institute nous dit « Les Civic Tech sont par essence des outils démocratiques. En attendant, ce sont les opérations de désinformation qui sont les
grand succès d'audience sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra aussi se positionner face aux fake news. C'est déjà, combattre les fake news, c'est déjà une initiative de Civic Tech. Je vais donner la parole à Daniel Larmé. J'espère qu'il est en ligne, qui a souhaité se prononcer. Je ne sais pas si c'est une question ou une contribution. Daniel Larmé qui nous suit, qui participe depuis le Tchad. Si vous êtes là, c'est à vous. Essayez d'être concis, précis dans votre intervention. Bonsoir. C'est Daniel Larmé depuis le Tchad. Je ne sais pas, est-ce que vous me recevez? Nous te recevons, cher ami. Tu peux aller pour ta contribution très vite. Bien, je m'excuse pour ce retard. Bon, je voudrais juste dire que nous avons un problème de connexion dans notre pays et j'ai insisté. C'est maintenant qu'on vient de me donner l'occasion. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais juste m'excuser pour ça. Et là, je viens de prendre le train en marche. Donc, de tout cœur avec vous et merci beaucoup. Merci. Merci, Daniel. Il y a également Mamadou Sarifousso qui souhaitait prendre la parole. Mamadou Sarifousso, si vous êtes toujours en ligne, c'est à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres points que... Monsieur Mamadou. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont éventuellement des questions à poser, une intervention, une contribution à faire? Oui, ok. Je retiens Finayon Aubin Kwaviesi et Mamadi Kamara. Monsieur Kwaviesi, vous pouvez commencer. Ensuite, après vous, il y aura Monsieur Kamara. Ok, merci beaucoup, Maurice. Je ne sais pas si vous me recevez. On te reçoit parfaitement. On te reçoit parfaitement. Ok, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'intervention de Fodé. Les élus, aujourd'hui, si nous manquons d'approche, c'est difficile de les avoir aux côtés des initiatives Civitech. Il faudra travailler à les faire comprendre qu'on ne vient pas en gendarme, mais qu'on vient plutôt en appui pour non seulement les amener à promouvoir la bonne gouvernance, mais aussi à communiquer autour de ce qu'ils font déjà comme activité au profit de la communauté. Je prends l'exemple de la commune d'Avrancourt où moi j'interviens en tant qu'agent, où à partir des outils Civitech, nous avons pu déjà au départ, il a fallu faire beaucoup de séances d'information et de sensibilisation pour avoir leur adhésion et aussi prendre des initiatives en termes de communication. Et là, pour finir, c'est la commune même qui a pris l'engagement, grâce à l'appui d'un projet, de mettre en place un espace citoyen où aujourd'hui vous avez deux écrans. Un écran qui fait de la reddition de comptes à travers les activités menées par le conseil communal et un autre écran qui communique sur les coûts et les procédures par rapport à chaque prestation. Aujourd'hui même, le conseil, à travers le débat d'orientation budgétaire, a décidé de créer une ligne budgétaire pour le gouvernement ouvert. Et ça, c'est le conseil communal même, c'est-à-dire l'organe politique même qui a pris cette décision-là. Ça veut dire que si nous trouvons la meilleure approche pour aller vers eux et qu'ils trouvent l'intérêt des Civitech, ils peuvent prendre le lead eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la commune d'Avrancourt au Bénin. Merci beaucoup. Merci, merci Aubin pour ton témoignage. Ça montre que si
on trouve la bonne approche, on peut même convertir les élus. Monsieur Mamadi Camara, c'est à vous. On a encore 4 minutes avant de clôturer cette session. Monsieur Mamadi Camara. Alors, si Monsieur Mamadi Camara n'est pas prêt, peut-être Monsieur Papa Massamba Ndiaye, vous pouvez prendre la parole et faire votre contribution ou poser votre question. Merci beaucoup, Maurice. Je te remercie. Bon, je suis Papa Massamba Ndiaye, président exécutif du débat numérique national de la jeunesse sénégalaise. Alors, je suis très heureux de cette session qui est très importante et je pense qu'en contribution, ce que je voulais dire juste au regard de tout ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, il faudra renforcer davantage la participation citoyenne, mais pas dans une posture seulement de plaidoyer, mais d'action et de synergie des organisations civiques tech. Il faut aujourd'hui que les autorités dans les différentes collectivités surtout et au niveau étatique soient contraints de pouvoir mettre les civiques tech au cœur de leurs actions parce que je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a plus le choix, on a une très bonne, en tout cas un bon taux de pénétration. La majeure partie de ces jeunes donc, qui constituent la population ont des smartphones. Naturellement, la participation, l'exercice même de la citoyenneté va passer par le numérique, quoi qu'il en soit. Donc aujourd'hui, les initiatives et des acteurs comme Afridivis et nous-mêmes devront travailler davantage à éduquer les populations sur les civiques tech, mais aussi à les donner les outils nécessaires pour pouvoir porter ces plaidoyers et agir au niveau local. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème civique tech qui n'est pas très formalisé. Donc, travailler ensemble à créer des standards, à créer des métriques et à avoir le champ d'application de civique tech nous permettra d'avoir beaucoup plus de tonus et de pouvoir s'insérer dans l'architecture démocratique de nos différents pays. Merci beaucoup et félicitations pour ce webinaire, mais aussi ce MOOC qui aujourd'hui permet aux acteurs de vraiment creuser et de s'enrichir mutuellement. Merci. Merci infiniment. Merci. Toujours, Camara Mamadi, je n'avais pas fini. Moi, j'avais une recommandation. Et je salue l'initiative. Je pense que c'est une initiative qui vise à renforcer les capacités de mobilisation, capacité opérationnelle des organisations de la société civile, particulièrement les jeunes, mais qui vise aussi à attirer l'attention des gouvernants, surtout des collectivités locales. Donc, je pense que vraiment, vu l'expertise que l'organisation a à son sein et les bonnes pratiques dans certains pays de la sous-région, il faut aller dans le cadre de la synergie d'action et voir mettre en réseau tous ceux qui participent à vos actions. Et s'ils sont ici des organisations, qu'ils vous communiquent le nom des organisations et que les documents qui existent à votre niveau et qui existent au niveau de ces organisations partagent entre nous et qu'on puisse voir de faire des compilations et que ces documents-là, des bonnes pratiques qui existent dans les différents pays et qui sont, on va essayer de voir, faire une sélection. Merci, Monsieur Camara. On arrive à la fin de cette session et on a parfaitement compris votre préoccupation. Je peux vous garantir qu'Afridivis, on y travaille au quotidien. Il faut vraiment visiter notre site web. D'abord, on est ouvert à collaborer avec toutes les organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et nous, pour chaque événement, pour chaque activité que nous faisons, nous documentons, nous produisons du contenu qui est accessible. N'hésitez pas à contacter Aïcha Dabo, qui est notre responsable chargée de la coordination des projets. Elle a laissé son mail dans la discussion. N'hésitez surtout pas à nous écrire, à visiter notre site web et à voir ce qu'on fait, ce qu'on met en place comme documentation. Je voudrais remercier encore M. Ndiaye qui a pris la parole tout à l'heure et à toutes les personnes qui ont participé à cette discussion. Ça a été court, mais je pense que ça a été... Merci Maurice, merci.
pour la plupart des personnes qui ont participé. Je rappelle que cette discussion s'inscrit dans le cadre du MOOC Démocratie, élections et gouvernance en Afrique que nous avons réalisé dans le cadre du Charter Project Africa. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui a été partagé dans la discussion pour pouvoir vous inscrire déjà au MOOC si vous n'êtes pas encore inscrit et surtout continuer la discussion dans le forum du MOOC. Merci une fois encore à tous et à toutes. Merci à toutes les équipes de AfriqueTVIST qui m'ont aidé à préparer ce webinaire et on se donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau webinaire. Ciao, bonne soirée et bon week-end à tous. Merci à tous. Merci Maurice. Merci à vous. Merci. La discussion continue sur la plateforme mooc.afriquetvist.org sous la section forum. Donc, n'hésitez pas à partager vos opinions, idées, etc. Merci. Pardon, vous dites sur la plateforme? C'est MOOC, M-O-O-C, afriquetvist.org. D'accord, merci. Merci.